Bienvenue dans Impulsion numérique, le podcast présenté par le groupe Cardol qui déclenche vos projets digitaux. Et si un simple email arrêtait vos équipements de production, votre usine, le secteur manufacturier reste en effet aujourd'hui la cible numéro 1 des cybercriminels avec 26% des incidents en 2024 dans le monde. Et chez nous, en France, 34% des attaques par rançongiciel touchent directement les PME et PMI. L'usine sous attaque, ce n'est donc plus de la science-fiction, c'est une ligne de production bloquée, des coûts qui explosent et des équipes outils sous pression. Pour en parler, je reçois aujourd'hui 3 spécialistes. Et ce qui n'est pas commun pour une émission de ce type, je vais commencer par Mathieu, qui a souhaité prendre un prénom d'emprunt, puisqu'il préfère ne dévoiler ni son nom ni celui de son entreprise. Mathieu, vous êtes responsable du système d'information au sein d'une entreprise industrielle de renom de 120 salariés qui fabrique et distribue des produits à destination du grand public. Vous gérez une équipe de 3 personnes à l'informatique. Bonjour et merci d'accepter de partager votre expérience et votre point de vue. Bonjour. Vincent, vous faites partie de la même entreprise et votre prénom est aussi un emprunt. Vous êtes quant à vous administrateur système et réseau de la même entreprise. Enfin, Karel DeVos, bonjour. Vous êtes directrice de Cardol, intégrateur de solutions pour la transformation digitale des entreprises et plus particulièrement de ce qui est désormais la colonne vertébrale de chacune d'elles, à savoir l'ERP. Bienvenue à chacun dans ce nouvel épisode d'Impulsion numérique. Bonjour. 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 Alors, l'usine sous attaque, l'usine menacée, c'est réel. Quels sont les risques? Où se situent les failles? Quels sont les enjeux? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de demander à Mathieu et Vincent la raison de leur description quant à leur identité. En fait, pourquoi ce choix, Mathieu? Déjà, merci d'avoir accepté ce format. C'est vrai qu'on préfère rester discret parce que en cybersécurité, en tout cas de mon point de vue, c'est moins on en dit sur soi, mieux on se porte. L'idée, c'est vraiment pas de cacher des choses, c'est simplement d'éviter d'exposer l'entreprise. Et donc, en fait, ce qui compte, aujourd'hui, c'est plus de parler des enjeux, des bonnes pratiques, mais pas de révéler des choses qui pourraient être mal utilisées. D'accord, donc on comprend que le sujet sécuritaire est vraiment sensible pour une entreprise comme la vôtre. Une entreprise industrielle, c'est un outil de production avec des usines, des machines, des équipements. Tout ça, ça contient de l'informatique, des données, ça communique avec l'IT de l'entreprise. Mathieu, de votre point de vue, où se situent aujourd'hui les principales fragilités dans le système d'information d'usine comme la vôtre? Alors oui, il y a ce qui concerne l'usine, alors pas seulement, mais alors c'est vrai que l'usine, ça amène ses propres contraintes avec des équipements industriels qui souvent s'appuient sur des technologies anciennes qui sont difficiles à mettre à jour. C'est clairement des failles identifiées, mais c'est vrai que c'est difficile d'appliquer les mêmes contraintes de mise à jour sur ces équipements que sur le reste du parc bureautique. C'est pourquoi on essaye au mieux de séparer les réseaux. Et donc à côté de ça, on a en fait tout ce qui est à côté avec l'activité des services généraux, des outils qui sont de plus en plus tournés sur le e-commerce, le cloud, avec des outils comme l'IA dont on ne maîtrise pas encore l'impact, mais on en voit tous, je crois, l'intérêt au quotidien. Donc, la difficulté, ça va être d'encadrer tous ces nouveaux usages du mieux qu'on peut, via de la sensibilisation, via des chartes de bonnes pratiques. Ouais. D'accord. Et après, c'est vrai que la sécurité, c'est un vrai travail au quotidien. Encore récemment, on a eu plein de petites attaques, mais donc en fait, on doit faire face à des risques multiples. On a les failles de sécurité sur nos outils, sur nos équipements. On a la menace du phishing. On a des potentielles arnaques au président. Et je dirais que l'une de nos plus grosses craintes, c'est les crypto-lockers. Et là, c'est vraiment le facteur humain qui compte parce que il faut sensibiliser nos utilisateurs. Il faut vraiment que les utilisateurs soient conscients des risques pour pas cliquer sur n'importe quel mail, par exemple.
Donc, c'est vrai que le risque zéro, malheureusement, il n'existe pas. On n'est pas à l'abri d'une erreur, personne n'est à l'abri d'une erreur. Et donc la question, c'est pas de se dire si ça va nous arriver, mais quand ça va nous arriver. Et du coup, il faudra être prêt, quoi, le jour où ça arrivera. Et il faudra que la portée de l'attaque soit minimale pour éviter de bloquer l'activité de l'entreprise, que ce soit la production jusqu'à nos expéditions. Et donc, je comprends que les points d'attention sont clairement nombreux dans ce que vous dites. Karel, vos équipes côtoient de nombreux clients industriels. Ils sont confrontés à des situations variées. Quel est votre retour d'expérience sur ce sujet? Mathieu a déjà fait une très belle analyse. Il a listé les principaux vecteurs d'attaque, les principaux risques. Je confirme entièrement ses propos. Après, les types de failles, effectivement, sont multiples. Les plus fréquentes et celles qui ont les plus gros impacts, les plus gros risques, ce sont souvent les protocoles de communication non sécurisés, les systèmes obsolètes qui sont pas patchés. On a parlé des outils de production, mais c'est parfois aussi le cas sur les PC, les serveurs. Il y a aussi la mauvaise segmentation du réseau avec un mélange entre les réseaux publics et les réseaux privés. Une authentification souvent faible qu'on retrouve encore parfois sur de nombreux outils. Et puis le travail à distance qui est aussi un élément nouveau en plus de l'IA, etc. et qui est souvent mal contrôlé. Le maître mot, effectivement, en termes de cyber, c'est effectivement la sensibilisation et la formation, puisque chacun d'entre nous est un vecteur d'attaque possible. Est-ce qu'on peut mesurer l'importance de ces enjeux sécuritaires? Alors, ça dépend de l'environnement de la société, de ses échanges avec les autres acteurs, de sa criticité. Mais une cyberattaque peut aller du simple ralentissement de la production, qui est déjà très désagréable, jusqu'à l'arrêt complet de cette production, des expéditions avec des coûts financiers pour l'entreprise importants. Ça peut aller dans certains cas beaucoup plus loin, jusqu'à une mise en danger de vie humaine, quand on parle d'une cyberattaque sur un hôpital ou des crises nationales. Quand la cyberattaque, par exemple, se focalise sur des sociétés d'énergie. C'est ce qui rend les cyberattaques sensibles et critiques. Si on rentre dans le détail, on peut avoir une baisse de performance jusqu'à l'arrêt de production, des dommages matériels, l'atteinte à la sécurité humaine, la perte de données, avec l'importance aujourd'hui d'avoir des sauvegardes et des sauvegardes immuables, et bien évidemment une atteinte à l'image et à la réputation de la société attaquée. Vos clients, vos fournisseurs se souviendront à minima du bad buzz quand vous avez été cyberattaqué, voire des coûts que votre défaillance leur a fait supporter si vous avez à votre tour été un vecteur d'une attaque qui les a touchés. Ouais, donc vous venez tous les deux de nous expliquer combien les entreprises industrielles pouvaient apparaître vulnérables et sensibles. Si on écoute ce bilan, on a l'impression que la bataille est perdue d'avance. Or, c'est vraiment certainement pas le cas. Mathieu, comment réagir quand on fait l'objet d'une cyberattaque? Oula. Alors déjà, c'est vrai que la première chose, c'est d'essayer de garder son sang-froid. Faut vérifier ce qui se passe réellement. Déjà, est-ce que c'est bien une attaque? C'est quoi son ampleur? Et qu'est-ce qui a été touché? Alors ensuite, il faut isoler ce qui est compromis pour éviter la propagation. Et en parallèle, il faut s'assurer que ce qui fonctionne encore, ça reste sécurisé et opérationnel. Parce que ce qui compte, c'est vraiment l'activité, c'est vraiment essentiel. Et très vite, on met en place une cellule de crise pour communiquer en interne, en externe, et pour coordonner les actions techniques. Donc l'objectif, c'est de reprendre la main et de garder le contrôle. Donc concrètement, quand on est dans cette situation-là, l'objectif, ça va être de repartir au plus vite, parce que derrière, il y a toute l'activité de l'entreprise qui est en jeu. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez techniquement parlant?
Bien sûr, il faut relancer le plus rapidement possible la production, mais sans non plus se précipiter. On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. On a des procédures, certaines embryonnaires, d'autres bien présentes, bien révisées et bien testées. Pour autant, on reste une petite équipe et il est important également de pouvoir se faire aider par des spécialistes extérieurs, ne serait-ce que pour être rassuré par rapport à nos analyses, aux résultats qui en découlent, pour être sûr également que le nettoyage est bien réalisé avant de repartir en production. Je pense qu'il faut bien prendre le temps, même s'il y a des impératifs derrière. C'est pour ça aussi que c'est important de ne pas éteindre. Il faut jamais éteindre pour pouvoir réaliser toute cette forensics, toute cette analyse de comment l'assaillant est entré, quelles sont ses méthodes, ce qu'il a laissé traîner, ce qu'il a pu effacer, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument récupérer tout ce qui est en rame avant de toucher à quoi que ce soit. Et il faut qu'on prenne le temps de dépiler avant de relancer une production, même si ça reste la priorité. D'accord. Karel, vous avez quant à vous récemment participé à un exercice de crise en situation réelle. Est-ce que vous en avez retiré des enseignements? Lesquels? Comment se comporter en cas de crise? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience? Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, la question c'est pas de savoir si on va se faire cyberattaquer, mais quand. Et donc c'est important pour toutes les entreprises, je pense, de s'entraîner parce que le jour où ça arrivera, comme le dit Vincent, il y aura beaucoup de pression, il y aura beaucoup de stress. Et le fait de s'entraîner, ça permet déjà de voir comment on agit ensemble, parce que en cas d'attaque, c'est pas uniquement l'informatique qui va être concernée, ça va être la communication, le marketing, la prod, la finance, le juridique. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et cet exercice, donc on a participé effectivement à l'exercice Rempart 2025 qui était organisé par l'ANSSI. C'était vraiment une expérience très enrichissante, ça permet effectivement de s'entraîner, de se rendre compte que ce qui compte dans une cellule de crise, c'est d'être calme, d'être discipliné, d'être méthodique et de toujours se fier aux spécialistes du sujet du moment qu'on est en train de traiter. Donc se fier aux techniciens qui font l'analyse, ne pas leur demander toutes les 5 minutes s'ils ont trouvé, leur laisser aussi le temps d'analyser les choses, de prendre du recul. C'est difficile en situation de stress, mais c'est ça qui fera la réussite de la remédiation. Et il faut également avoir une communication maîtrisée à la fois en interne, parce que on anticipe souvent mal les aspects RH et les impacts psychologiques sur les collaborateurs d'avoir subi une cyberattaque, et puis sur la communication envers l'extérieur pour rassurer l'ensemble des parties prenantes. Il est important aussi de se dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est effectivement prendre des initiatives individuelles, couper toutes les machines sans forcément prendre le temps d'analyser, ne pas vouloir se faire aider de l'extérieur, c'est vraiment important. On a des spécialistes, on a aussi des réseaux via l'ANSSI qui peuvent intervenir et aider les entreprises dans ces moments-là. Avoir une communication qui soit vraiment bien tournée, et puis il faut éviter aussi de vouloir minimiser la gravité ou éventuellement cacher à la direction la gravité de l'attaque, parce que c'est vraiment ce qui nous permet ensuite de prendre des décisions éclairées. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans du pratico-pratique. Et Karel, je retourne vers vous. 3 actions rapides à mettre en place dès maintenant, à votre avis? Déjà, quand on se lance effectivement dans une démarche cyber, il faut utiliser le bon sens, prendre ce qui existe déjà. En France, comme je l'ai dit, on a une agence qui s'appelle l'ANSSI, qui fait vraiment un très bon boulot pour accompagner, sensibiliser, initier des démarches cyber. Donc, ça fait déjà toute une documentation existante dans laquelle vous pouvez, chaque entreprise peut s'inspirer. Donc, je commencerai tout simplement par réaliser un audit de sécurité, et puis j'essaierai d'appliquer le guide des recommandations de l'ANSSI. Il y a 42 mesures de sécurité. Je dirais que c'est les mesures de base essentielles pour assurer la sécurité de l'entreprise. Merci. Et Vincent et Mathieu, votre avis, 3 actions rapides? Et 3 actions rapides en cas d'attaque, comme dit tout à l'heure, ne
ne pas éteindre, récupérer toutes les informations pour pouvoir relancer au plus vite la production avec le minimum de pertes. Donc on n'éteint pas, on analyse, on se fait aider de l'extérieur ou en tout cas on se fait confirmer par des ressources externes qu'on a bien compris l'attaque, son périmètre, ce qui a été éventuellement exfiltré. Et bien entendu, on essaie de toujours tester nos procédures, de les améliorer, de les compléter. Bien sûr, on suit effectivement les recommandations de l'ANSSI. On part pas en aveugle. Le bon sens suffit pas, même si c'est un enjeu majeur. Voilà, on essaie de continuer toujours également de préparer un mode dégradé, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer. Et justement, la communication, ça fait partie de ce qui doit être fait pendant la crise. Et c'est pour ça que dans les procédures, il est bien identifié ce vecteur et ça ne doit pas être fait n'importe comment. C'est-à-dire que le ou les techniciens qui sont en cours d'analyse ne doivent pas être dérangés toutes les 5 minutes. Eux, ils sont isolés de toute l'effervescence à côté. Et pour autant, il y a une personne identifiée qui peut venir une fois de temps en temps demander des nouvelles pour savoir quoi communiquer plutôt que de laisser les choses comme ça dans le brouillard, mais une personne identifiée et pas toutes les 2 minutes. Et enfin, c'est décider et arbitrer même sur ce qui doit être fait pour reprendre au plus vite l'activité et quel pan de l'activité. Est-ce qu'on actionne un PRI parce que ça va être long? Est-ce qu'on continue avec un PCI surtout tout partie des services rendus par l'IT, l'OT voilà, est-ce qu'on repart d'une restauration? Quel point de restauration? Comment on récupère les données? Enfin, voilà, les 3 actions rapides. Donc, ne pas éteindre, communiquer et prendre des décisions. Juste petit aparté, un PRI, PCI, pardon. Ça veut dire quoi? Alors, PRI, ça va être plan de reprise informatique. On parle bien d'informatique. Okay. Et PCI, plan de continuité informatique. Voilà. D'accord, merci. On comprend bien l'importance de la communication et pas simplement de l'aspect technique. Merci. Oui. Avant de terminer, je vous propose un vrai faux en rafale. Je vous donne une assertion. Vous me répondrez vrai ou faux en précisant pourquoi en une phrase ou 2. Voilà, Vincent, je vais commencer par vous. Oui. Alors, Vincent, dès qu'une attaque est détectée, il faut immédiatement redémarrer les systèmes compromis pour les nettoyer. Tout à fait, c'est ce qu'on a dit à déjà plusieurs reprises pendant le podcast. On redémarre pour pouvoir relancer la production sans se poser de questions. Non, bien entendu, c'est faux. C'est faux. Il faut absolument récupérer un maximum d'informations pour pouvoir étudier l'attaque. D'accord, merci. Mathieu, lors d'une attaque OT, la sûreté des personnes et la sécurité physique priment sur la continuité de production. Oui, évidemment. De toute façon, ça c'est valable tout le temps et encore plus dans une situation comme ça où il faut toujours garder ça en tête parce que on peut prendre des décisions hâtives et derrière il peut y avoir des conséquences. Donc oui, absolument, c'est vrai. Karel, en cellule de crise, toute communication externe doit être validée par la cellule communication juridique. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que même en cas d'incident, on reste une entreprise avec des clients, des fournisseurs et puis des contrats ou des engagements juridiques. Donc, il faut vraiment que chaque communication soit pesée par le juriste pour en mesurer les impacts financiers et par la communication pour y mettre une touche de rassurance qui permet aussi d'avancer sur cette cellule de crise. Et enfin, Vincent, notifier l'ANSSI est obligatoire pour un NIS2 en cas d'incident majeur. Oui, c'est vrai, et ça va au-delà de ça. Les procédures que l'on prend en interne et la communication, c'est régi par ce que l'on décide de faire, mais également par des lois et règlements que l'on se doit de respecter, bien entendu. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous propose de résumer nos échanges du jour. 3 points. Séparez vos réseaux IT-OT. Deuxièmement, préparez un plan de réaction en 24 heures. Troisièmement, formez vos équipes, testez-vous en situation et testez vos sauvegardes.
Vous venez d'écouter un épisode d'Impulsion numérique, le podcast présenté par le groupe Cardol. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer. Et surtout, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn et YouTube pour être tenu au courant des prochaines sorties d'Impulsion numérique et connaître toutes les actualités du groupe Cardol. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.